pour GAC Group, donc, qui regroupe donc, des agences à Toulouse, Montpellier et également Bordeaux. Je vais vous laisser vous présenter individuellement un peu plus dans les détails, expliquer un petit peu votre parcours et vos structures également dans lesquelles vous travaillez. Ilias, je vais te laisser la parole puisqu'on va se tutoyer là pendant 45 minutes. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Ilias Zinstag, ouais, je suis le président cofondateur de la société Épure. Donc on a créé un robot à commande numérique portatif pour les charpentiers. Je vais commencer par présenter mon entreprise, après je me présenterai moi-même. Épure, Pierre et moi, l'autre cofondateur de l'entreprise, on était charpentiers. Et en tant que charpentier, on a été confronté plusieurs fois à des situations où il fallait qu'on réalise plusieurs pièces parfaitement identiques. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il serait intéressant pour nous de disposer d'un outil qui nous permette de gagner en performance, en productivité, mais aussi en qualité de travail, en qualité de finition et aussi en sécurité et en confort de travail. Et du coup, on s'y est mis, et c'est surtout mon associé qui a la maîtrise technique des choses et qui a, au bout de 2 ans, qui a créé un premier proto qu'on a présenté à un concours d'entreprise dont on a été lauréat, et c'est à partir de là où on s'est vraiment lancé dans l'aventure entrepreneuriale pour nous. Et voilà, maintenant on a une quinzaine de salariés. Cette année, on a vendu plus de 50 machines. Donc on a eu un parcours. Entre-temps, on a fait beaucoup de recherche et développement. On y a passé 4 ans, on a investi beaucoup d'argent là-dedans. Donc maintenant, c'est un peu on est dans la phase d'aboutissement de notre projet. Juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est notre produit, au fait, c'est un peu comme une imprimante 3D mais inversée, c'est-à-dire qu'au lieu de poser de la matière, elle va en enlever. Et ainsi, du coup, c'est un petit robot que vous pouvez positionner à peu près à n'importe quel endroit de votre pièce de bois, et à ce moment-là, elle va réaliser les opérations d'usinage que vous souhaitez faire. C'est très simple hein, comme outil. Au fait, c'est un moteur de défonceuse. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une défonceuse, mais c'est un moteur de défonceuse qui est monté sur 3 axes et qui sont commandés numériquement. Et après, une de nos particularités, c'est qu'on conçoit et on fabrique chez nous, dans nos locaux. Moi, je suis basé sur le plateau de Sceaux, c'est dans les Pyrénées audoises, au-dessus de Lavelanet, pour ceux qui connaissent, et de Quillan. Donc, on est aussi très proche de l'Ariège. Et donc, on fabrique là-bas, et là, on a pour projet de construire une petite usine pour continuer à fabriquer nos robots chez nous. Voilà. Pour mon parcours personnel, moi, mon premier métier, c'était berger. J'ai grandi dans les Cévennes, et à un moment, je me suis dit que j'avais quand même envie de découvrir et de comprendre un peu le monde dans lequel nous vivons. Et du coup, j'ai fait des études de sociologie et de sciences politiques. Et j'ai terminé par un DESS de développement agricole à l'Agro de Paris. Et ce qui m'a amené ensuite à occuper un poste salarié, notamment dans des collectivités territoriales. J'ai bossé dans un PNR, un parc naturel régional, celui du Verdon. Et ensuite, ensuite j'ai créé une entreprise j'ai essayé de m'installer en tant qu'agriculteur, ça n'a pas marché. Et après, j'ai fait un CAP dans le bâtiment. Ce qui m'a amené du coup à pratiquer de la charpente et de la maçonnerie. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu créer l'entreprise Épure. Et aujourd'hui, j'ai également cofondé une autre entreprise il y a quelques mois, où on produit et on commercialise la première conserve de petits poissons en agriculture biologique. Voilà. Merci beaucoup Ilias pour ce beau parcours d'entrepreneur. Je vais laisser ensuite la parole donc à Anthony. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ton parcours et également ton rôle au sein du projet Ecobatival? Bien sûr, bonjour à tous. Anthony Bergesco, je travaille donc à la communauté d'agglomération du Sicoval en tant que chargé de projet, notamment qui s'appelle Ecobatival. Alors pour vous citer un peu, je présenterai un peu le Sicoval après, mon parcours. Moi j'ai commencé par un BEP vente. Donc au départ, je vendais du fromage dans les grandes distributions.
Et puis j'ai continué mes études, je travaillais dans le vin, ensuite j'ai vendu des produits dans l'agriculture aussi, et puis j'ai eu un petit déclic dans mes études que j'ai fait notamment à l'université de Toulouse Jean Jaurès, que je salue aujourd'hui, où j'ai fait une licence gestion et un master management de projet, où là j'ai pu apprendre le métier de chargé de projet, ce qu'il faut faire en tant que chargé de projet, quel est notre rôle. Et donc, voilà, j'ai eu un petit déclic. Je me suis beaucoup documenté sur d'abord l'agricole, l'écologie. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de trouver un sens à ma vie, un petit peu. Ce qui était très important pour moi, je voulais faire vraiment quelque chose qui me plaisait. Et j'avais vu le Sicoval, la communauté d'agglomération. Voilà, j'ai fait une candidature spontanée. Et donc, voilà, j'ai intégré le Sicoval en tant que chargé de projet avec une commande politique au départ qui était de créer un centre de formation sur les métiers de l'éco-construction. Donc voilà, la commande politique de départ. Et là, vous le savez, en tant que chargé de projet, il faut pas chômer, il faut travailler, il faut mettre en place une méthodologie, une organisation. Et là, en plus, c'était différent parce que c'est avec des élus. Donc, c'est là où il faut travailler main dans la main, aider les politiques à développer ce genre de projet. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je suis au Sicoval, très, très heureux d'y être et très heureux de travailler sur des projets qui ont du sens. Et ça, c'est très important pour moi parce que, voilà, aujourd'hui, on est dans une situation quand même qui est urgente et notamment avec toutes les réglementations aujourd'hui. Donc, il faut continuer, il faut des projets novateurs et travailler notamment avec des entreprises. Et le Sicoval, alors qu'est-ce que c'est le Sicoval? C'est une communauté d'agglomération qui va donc de Labège, Castanet, Ramonville jusqu'au Lauragais. C'est 36 communes, le Sicoval. Un territoire d'innovation, d'expérimentation. Il faut savoir que c'est une des premières intercommunalités de France qui a été créée. Voilà, il y a eu un rassemblement de plusieurs communes. Et c'est un territoire où il fait bon vivre, ça c'est vrai. Mais c'est surtout un territoire où on a des entreprises. On a des entreprises dans le numérique, dans la santé, l'agrochaîne, dans le bâtiment aussi. Et le rôle d'une communauté d'agglomération, si je peux être rapide, c'est d'organiser son territoire, c'est d'anticiper pour les générations à venir. Et moi, dans ma mission en tant que chargé de développement économique, c'est de détecter des projets, d'aider les entreprises à se développer. Et c'est très important pour les élus, c'est d'aider, d'accompagner. Alors, IAS, et puis votre entreprise, elle n'est pas sur le Sicoval, mais si on avait l'honneur de vous accompagner, ça serait un grand plaisir. Mais c'est notre rôle, en fait, dans la direction économie. Voilà, on peut y passer des heures sur le Sicoval, mais voilà, c'est un territoire où il y a de beaux projets, notamment dans le bâtiment, notamment dans la santé. Voilà, on a plusieurs compétences, des compétences autour de l'assainissement, de l'eau, des voiries. Voilà, c'est une communauté d'agglomération, il y a plusieurs compétences. Et voilà, et donc notre rôle en tant que technicien, c'est d'accompagner les élus. Et voilà. Merci beaucoup, Anthony. Donc, je vais laisser la place maintenant à Morgane Chano qui va nous en dire un petit peu plus sur la société GAC Group. Désolée de te présenter justement à la fin, mais on va partir du principe que c'est la galanterie inversée. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors le GAC, en fait, c'est un cabinet de conseil en performance. Depuis quelques temps, on a ajouté à Performance for Impact. On est par nature dans notre métier amené à conseiller des entreprises sur toute la chaîne de l'innovation. Le principe, c'est d'accompagner les entreprises en fait, à trouver des solutions pour pouvoir justement financer leurs innovations, les mettre en place une fois qu'elles ont été financées. Et puis, une fois que l'innovation a été développée, les accompagner à aller amener ces innovations sur le marché. Voilà, donc ça nous permet, nous, d'avoir une vision complète. Et en fait, on n'accompagne pas que des entreprises, on accompagne et des entreprises et des territoires, d'où le titre de la problématique. Alors, pourquoi aujourd'hui on est tous les trois intervenants? On avait trouvé intéressant de travailler avec et Ilias, qu'on accompagne à travers la société Épure, et le Sicoval, en fait, sur lequel on est basé aujourd'hui. Ça fait à peu près 9 ans, je pense, qu'on est situé sur le territoire du Sicoval. Et on essaye vraiment, en tant que cabinet de conseil, d'être impactant, en tout cas d'intégrer l'écosystème et de pouvoir avoir ce lien, en fait, entre eux et le secteur public et le secteur privé. Voilà, donc c'est ambitieux, parce que ce sont 2 secteurs qui ne sont pas toujours évidents à acculturer. Mais voilà, c'est aussi notre objectif à nous de pouvoir être en amont
sur les accompagnements des territoires, dans les aider à faire de la prospective économique, les aider à comprendre quels sont les besoins du territoire. Je dis toujours les aider parce que nous, on va être là en support, bien évidemment, mais on ne va pas tout faire à la place d'eux. Et les entreprises, c'est pareil. On les accompagne pour essayer de trouver des financements, mais on ne fait jamais tout à la place d'une entreprise. C'est toujours une histoire de co-construction en fait, et d'accompagnement. Voilà, et pour mon parcours, je ne vais pas tout détailler, mais il y a juste une chose qui, à mon sens, est intéressante, c'est que j'ai toujours une double culture publique et privée. Et c'est vrai que le fait d'avoir dans un cabinet de conseil des gens qui accompagnent, des consultants qui à la fois accompagnent des organismes publics et à la fois des entreprises, ben, c'est extrêmement enrichissant et intéressant. Merci Morgane. Donc je vous propose qu'on revienne sur la problématique dont on va parler aujourd'hui. Donc justement, comment accélérer l'innovation et la performance des entreprises et évidemment aussi des territoires pour un développement responsable et une croissance durable. Moi, ce que je voulais qu'on revoie un petit peu ensemble, donc c'est vraiment l'aspect innovation. Quand on parle d'innovation, tout le monde pense invention, etc. C'est vraiment, pour moi, clairement, l'aspect d'aller au-delà de la R&D, évidemment de rencontrer un marché. Donc vraiment, quand on veut parler de performance, on peut le mesurer justement parce que justement l'innovation va rencontrer son marché, donc il y a vraiment une dimension marché très importante. Le développement responsable, bien évidemment, donc on parlera toujours de tout ce qui est préservation de l'environnement, etc. Mais on parle aussi d'une démarche d'éventuellement de rentabilité, on peut parler aussi de frugalité, donc c'est vraiment quelque chose qui est important à garder en tête. Donc si on est d'accord sur ces définitions-là, moi ce que je voulais vous poser tous les trois comme question, c'est comment vous vous positionnez tous les trois donc, au sein de vos structures au regard de cette thématique, comment vos différentes structures en fait, s'inscrivent dans cette problématique. Qui veut répondre en premier ? Allez, vas-y Ilias. Alors, bon, nous, on a abordé l'innovation quand même à travers le dépôt de brevet et du coup une invention au départ, puisqu'on a inventé un concept de machine qui allie le numérique et le portatif, et que dans le milieu du bâtiment, ça n'avait jamais été fait avant, et qu'encore aujourd'hui, on est les seuls à faire notre outil à destination des charpentiers dans le monde. Alors, qu'est-ce qui... Moi, je dirais presque... Nous, on est arrivé à l'innovation un peu par hasard. C'est juste parce qu'on avait besoin d'un outil à un moment et qu'on s'est servi de nos compétences personnelles pour trouver une solution à une problématique qu'on rencontrait, nous, dans notre activité professionnelle. Pour répondre à un besoin, ouais, clairement, qui avait été identifié à travers une pratique. Voilà. Et... après, on est aidé par des gens comme le GAC, en effet, pour aller chercher du CIR et d'autres moyens de financement pour financer cette innovation. Le CIR, c'est le crédit d'impôt recherche, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est un dispositif en fait, qui permet de récupérer du crédit d'impôt sur des dépenses qui ont contribué au projet de R&D, de recherche et développement. Et... après, nous, on a fait de l'innovation en milieu rural, puisqu'on est vraiment en zone très rurale. Hein. Nous, le plateau de Sauce, c'est 15 communes pour 1500 habitants. Il y a beaucoup plus de vaches que d'habitants sur notre territoire. Mais je dirais que c'est un lieu, pour moi, qui est assez propice, finalement, à l'innovation, puisqu'on est dans des conditions de travail qui nous permettent d'exprimer pleinement notre imagination, on va le dire comme ça. Et... et c'est propice aussi, dans le monde dans lequel on vit, c'est aussi propice parce que du coup, malgré le fait d'être dans un territoire rural, on a quand même accès à Internet, on a même souvent une qualité de réseau qui est meilleure que celle que vous pouvez avoir à Toulouse. Et du coup, accès également à tous les biens de consommation à travers les moyens de livraison modernes dont on dispose. Et après, sur la deuxième partie de la question qui concerne plus le développement durable, nous, ça, par conviction personnelle, on s'est toujours inscrit dans cette dynamique-là. Alors après, on n'a pas fait de travail spécifique vers l'économie circulaire sur la conception de notre robot. On le fera un jour, mais pour l'instant, on n'a pas. Ça demande quand même un peu de temps et un peu de moyens. Mais par contre, dans la gestion de notre entreprise et dans la gestion des ressources, etc., c'est un souci permanent
que nous avons vis-à-vis de cette problématique-là. Elias, et toi, Anthony, au sein du SICOVAL, justement, ces thématiques, on les retrouve sous quelle forme, justement? On les retrouve, c'est l'ADN même du SICOVAL, de la communauté d'agglomération SICOVAL. Mais oui, c'est très bien. C'est vraiment l'ADN même de ce territoire. Il faut savoir que le SICOVAL, c'est un territoire qui date de plusieurs années, mais on a des projets phares. Par exemple, en cité 1, alors on est très tourné bâtiment aujourd'hui. Par rapport au cas concret, et notamment par rapport à l'entreprise de M. Zinstag. Nous, par exemple, on a un projet phare sur le territoire, c'est la création d'un nouveau centre de loisirs qui va être à Castanet, qui va être un bâtiment E4C2. Donc en termes d'innovation dans le bâtiment, c'est aujourd'hui, il en existe très peu en France de bâtiments publics E4C2 en termes d'énergie positive, ce qui correspond aux nouvelles réglementations dans le bâtiment. Donc c'est l'innovation même au SICOVAL, et c'est sur d'autres projets. On est beaucoup tourné sur la co-construction. On a un plan alimentaire territorial. Le but, c'est de créer des circuits courts avec les producteurs jusqu'aux consommateurs. Voilà, on est très tourné sur toutes ces thématiques-là. Et si je peux donner l'exemple concret aujourd'hui d'un projet où on est vraiment en lien avec M. Zinstag, c'est notamment Ecobatival. C'est une démarche politique aujourd'hui, Ecobatival, où, comme je vous avais dit tout à l'heure, on est parti d'un besoin, créer un centre de formation sur l'éco-construction, parce que tout projet, il faut partir d'un besoin, bien évidemment. Et après, on a fait beaucoup de benchmarks. Donc, on est allé voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et là, on parle vraiment d'innovation, puisqu'on est allé voir un petit peu ce qui se faisait dans en France, tous les lieux qui pouvaient être un peu innovants en termes de formation. Et puis après, grâce à toutes ces rencontres, toutes ces recherches, on a, et grâce aussi à une démarche participative, parce qu'aujourd'hui, Ecobatival, c'est une démarche participative de territoire, où c'est là, ce qui est très important aujourd'hui, quand on parle d'innovation, c'est aussi ce lien entre le public et le privé. Et là, on y est vraiment, on co-construit avec les entreprises du territoire, les entreprises du bâtiment, pour demain répondre à leurs besoins. Et c'est là aujourd'hui ce qui est très important. Et donc, on est arrivé à un projet. Et grâce à toutes ces rencontres, aujourd'hui, l'idée est de créer sur le territoire du SICOVAL un lieu de démonstration, un lieu de formation, de recherche sur tous les métiers de la construction durable et de l'éco-construction. Mais M. Zinstag est plus sur le côté numérique. Il faut savoir, vous le direz mieux que moi, le numérique est aussi lié avec l'écologie et le développement durable. C'est un outil, mais il est aussi lié, demain, on pourra parler de BIM certainement. Mais voilà, aujourd'hui sur le SICOVAL, l'objectif c'est de créer ce lieu phare, ce lieu de rencontre entre les entreprises pour du coup innover et aller dans un sens de développement durable, dans un collectif où on co-construit, on se rencontre, on partage, et c'est ce qu'on s'est rendu compte dans la filière du bâtiment, qu'aujourd'hui il y a d'énormes enjeux. Il y a la filière du bâtiment est des filières qui relâchent, où il y a le plus de déchets, et il faut essayer d'enlever tous ces déchets, de les transformer, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette politique de créer ce lieu où on ira dans ce sens-là, et on fera de la formation parce qu'il y a un besoin de former. On parle de rénovation énergétique des bâtiments. Là aussi, énorme enjeu. Et après, je laisserai la parole. C'est aussi très important aussi de parler de l'attractivité du métier du bâtiment, qui en souffre aussi aujourd'hui. Il faut savoir que ces métiers, il y a du boulot. Il y a très peu de personnes qui y vont. Et alors qu'on peut très bien gagner sa vie. Donc ça aussi, c'est un message important qu'on peut faire passer. C'est mon rôle aussi. Et en tant que chargé de projet, c'est aussi de prendre la parole des entreprises, de prendre leur parole aussi. Et voilà, les entreprises sont en recherche de personnes motivées. Voilà. Et toi, Morgane, est-ce que tu peux nous expliquer au sein de GAC, même si ça paraît peut-être moins évident au sein d'un cabinet de conseil en innovation, qu'on puisse s'inscrire dans cette démarche de durabilité ? C'est une bonne transition avec ce qu'Anthony vient de dire. Il y a très peu de temps, on a signé un partenariat avec Roland Jourdain, qui est un navigateur, qui a fait plusieurs fois, je crois, la route du Rhum notamment, qui a développé un projet qui s'appelle Explore, qui est tourné justement tout autour de les métiers de la mer, mais les métiers de la terre. Son objectif, en fait, c'est de faire du lien entre la terre et la mer. Ils ont notamment un projet actuellement qui développe sur la réalisation de voiles, donc de voiles pour des voiliers, à base de lin.
Faut savoir que la filière lin en France est une des plus grosses filières, je crois, au moins en Europe, voire même au monde. Tout à fait, en termes de production, oui, tout à fait. Donc on a signé ce partenariat, et ce partenariat, pour nous, il est à double titre. Ce projet permet aussi d'incuber justement et d'accompagner des projets qui sont dans la recherche environnementale, on va dire de gains énergétiques et de gains de sécurisation environnementale, notamment un projet sur Marseille qui s'appelle Plastic Odyssée et qui travaille justement sur comment récupérer des machines industrielles pour les transformer en machines beaucoup plus petites et pour faire de la réduction du recyclage, réduction de déchets. Et ils vont partir pendant 3 ans avec un bateau un peu comme celui du commandant Cousteau pour aller voir des pays émergents, ou du moins voilà, qui ont besoin vraiment de traiter ces thématiques-là. Donc, il y a 2 sujets par rapport à ce partenariat. D'une part, en interne, tous les collaborateurs qui souhaitent intervenir dans le cadre de ce projet-là bénévolement, bien évidemment, sont les bienvenus. Et d'autre part, GAC, en tant que structure, peut être amené à devenir partenaire, en fait, de projets comme ça. Alors, pour élargir un petit peu, je vous disais tout à l'heure qu'on accompagnait les entreprises sur la recherche, notamment de financement, et sur la possibilité de mettre en perspective et surtout d'appliquer les innovations une fois qu'elles étaient développées. On travaille beaucoup autour justement des projets européens. Il faut savoir que le nouveau cadre Horizon Europe, qui est le cadre en fait défini, on va dire, par l'Europe, pour décider comment finalement ils vont apporter des financements et aux collectivités et surtout aux entreprises pour développer leurs projets. La thématique, bien évidemment, c'est tous les défis sociétaux qu'on peut rencontrer. Donc c'est très 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 orienté recyclage, économie d'énergie. Alors il y a une grosse partie aussi économie sociale et solidaire. Donc c'est vrai qu'on se spécialise de plus en plus de fait dans ces thématiques-là. Merci Morgane. J'avais une question pour Anthony. Enfin, dis-moi si je me trompe. Donc, tu nous as parlé d'accompagnement justement de votre, dans le cadre du projet Ecobatival d'entreprise, sur tout ce qui est l'aspect formation, éventuellement réglementaire aussi. Quel autre type d'accompagnement vous pouvez proposer aux entreprises qui seraient justement membres de ce projet, et surtout enfin, toi ou vous, au sein de ce projet, qu'est-ce que vous attendez des entreprises dans ce cadre ? En fait, Ecobatival, c'est parti d'une démarche de co-construction. Le but, ça a été d'aller à leur rencontre. Donc, on les a écoutés. On a écouté les chefs d'entreprise. La démarche a été de voir des associations, des laboratoires de recherche, des organismes de formation sur la thématique éco-construction, économie circulaire dans le bâtiment. Au fur et à mesure de nos rencontres, on a écouté leurs besoins. On a vu que les entreprises aujourd'hui, architectes, artisans, cabinets d'études, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre dans la filière, ne se voient pas forcément. Alors travaillent sur certains projets ensemble, mais ne partagent pas leurs expériences. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut partager aujourd'hui les expériences pour faire avancer la filière. Et c'est là où naît Ecobatival en fait. Ecobatival, ça vient de ces rencontres, de nos expériences, et c'est là comme ça qu'on pourra aller ensemble sur le développement durable. Donc Ecobatival, aujourd'hui, l'idée, c'est de créer ce bâtiment démonstrateur où il faut montrer les métiers, les techniques, les matériaux, parce qu'aujourd'hui, les artisans souffrent un peu de leur image en fait dans le bâtiment. Ils ont beaucoup de mal à recruter. Il faut savoir que les derniers chiffres de l'Observatoire des métiers, donc en Haute-Garonne, il y a à peu près 16 000 salariés. Il y a 6 000 personnes de plus de 45 ans, seulement 2 000 femmes. C'est aussi des métiers à féminiser. Il faut savoir que c'est aussi l'objectif demain. Et aussi très peu de jeunes. Il y a 1 500 personnes de moins de 25 ans seulement. Donc demain, qui c'est qui va construire ces bâtiments en fait ? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est là où qu'on voit qu'il y a des énormes objectifs, notamment la rénovation énergétique. Demain, il va y avoir un énorme marché dans la rénovation énergétique. Et c'est aujourd'hui aussi, c'est maintenant. La région, notamment Occitanie, avec des objectifs très forts de rénovation des bâtiments. Et c'est là où nous, en tant que communauté d'agglomération,
on joue notre rôle. C'est là où on est sur l'intérêt général. On fait travailler ensemble les acteurs pour aller dans un sens commun. Et c'est notre rôle, collectivité. On est là pour faire avancer les choses, aider aussi les réglementations à se développer, mais ça demande d'être proche des entreprises, de les faire travailler ensemble, de les mobiliser. C'est là toute une démarche projet, une méthode qu'on a mis en place, participative. On fait des réunions, des ateliers sur des thématiques. Et le but, ça sera sur ce futur lieu éco-bâtival, de faire des partages d'expériences, de la démonstration des métiers, de la formation. Et surtout, et ce qu'on a compris dans la filière aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin de conseils. Les artisans, ils ont besoin d'être conseillés sur le juridique, sur les réglementations qui évoluent très vite. C'est compliqué pour leur métier. Ils sont chez l'entreprise, ils sont, M. Zingsta pourrait le dire, ils ont plusieurs rôles en fait. Chez l'entreprise, il a plusieurs rôles et c'est là, nous, aux collectivités, on peut les aider à être conseillés sur le juridique, les assurances, les rénovations. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin aussi de les aider à se former sur toutes ces thématiques d'éco-construction, de matériaux, des nouveaux matériaux, la filière bois, on pourra en parler, le numérique, voilà. Bref, il y a plein de choses où, et c'est le but d'Éco-Bâtival. Et c'est là où on a besoin des entreprises qui sont innovantes et c'est là où les entreprises innovantes pourront nous aider à créer ce projet. Je me permets, mais c'est là que l'expérience d'Épure est hyper intéressante parce qu'en fait, tu as réussi avec tous les cursus et tout le parcours que tu nous as présenté tout à l'heure à mélanger entre guillemets un métier traditionnel et à intégrer de la digitalisation, de l'innovation. Aujourd'hui, c'est le vrai enjeu. Enfin, je veux dire, on prend l'artisanat, pas seulement du bâtiment. L'artisanat, rappelez-vous la pub à la télé, c'est le premier employeur de France. Et aujourd'hui, il y a un enjeu juste qui est monstrueux en termes d'innovation. Donc l'innovation, c'est vrai qu'on entend souvent parler d'innovation et on parle beaucoup de SpaceX, du spatial, de l'aéronautique, d'autant plus que, qu'on est à Toulouse. Mais l'innovation, en fait, elle a une place énorme à prendre dans tous ces métiers-là de l'artisanat. Oui, alors nous, quand on pitchait, souvent, on disait qu'on était entre la tradition et la modernité. Enfin, c'est vrai qu'on vient d'un métier qui est très vieux. Les charpentiers, il y en a depuis fort longtemps. Et c'est un métier intrinsèquement manuel, où on façonne la matière avec ses mains. Et c'est vrai que avant que nous, qu'on introduise le numérique dans ces outils-là, en tout cas dans les outils manuels qu'utilisent les charpentiers, il n'y avait pas de numérique. Et dans ce sens-là, on fait un pont entre quelque chose qui a un pouvoir traditionnel très fort avec l'innovation contenue dans le numérique. Et maintenant que moi je suis dedans, je rappelle souvent que pour moi c'est très important d'introduire le numérique dans les métiers du bâtiment parce que jusque-là, ils n'y sont pas ou ils y étaient très peu. Et c'était important pour nous d'amener cette dimension et de rappeler aussi aux gens, on est des artisans, mais on peut aussi utiliser des outils modernes et on a accès à ces outils modernes-là. Et on a essayé de mettre le numérique au service aussi du savoir-faire manuel des artisans. Et pour nous, ça c'est un peu au cœur du concept de notre outil. Vraiment, c'est d'utiliser le numérique pour simplifier ces outils-là, pour les rendre plus efficaces, plus productifs, etc., mais aussi plus accessibles. On ne se pose pas trop la question quand on achète un smartphone de comment est-ce qu'on va l'utiliser. Et on se disait, un robot de charpente, ça doit être la même chose. C'est-à-dire que le numérique, il va être là pour que l'utilisation de cet outil-là, il soit presque intuitif. Enfin, il soit intuitif. Et... oui, donc voilà. Merci. Merci Elias. Justement, je rebondis sur l'aspect numérique. On est dans un lieu où je pense que tout le monde est très sensibilisé à ça. C'est vraiment un enjeu national, régional, voire européen. Morgane, je me retourne vers toi, justement, parce que c'est pour ça que je voulais faire le parallèle entre l'accompagnement que justement les territoires peuvent faire pour ces jeunes entreprises. Mais en termes de recherche de financement, on sait qu'il y a
des grandes thématiques qu'on retrouve justement dans les opportunités de financement public. Donc évidemment, le développement durable en fait partie, l'aspect numérisation des filières également. Moi, je suis plus spécialisée dans l'agroalimentaire, mais on est vraiment aussi dans cette voie-là, enfin dans cette volonté-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu sais en termes d'opportunités de financement sur ces deux grandes thématiques, la numérisation et puis justement le développement durable? Alors sur la numérisation, il y a quelque chose qu'on appelle l'usine du futur. C'est une grosse thématique depuis déjà quelques années, avec beaucoup de dispositifs d'aide et ou subventions. Alors il faut bien distinguer les subventions où là on va carrément, entre guillemets, donner de l'argent aux entreprises pour pouvoir développer leurs projets, et les aides qui sont plutôt des avances remboursables, où là on va les accompagner, mais à un autre moment du développement. En général, les subventions, c'est quand on est sur des projets très orientés en amont, on est vraiment sur de la recherche et développement. L'objectif des financeurs, des financiers en faisant ça, donc c'est l'État, bien souvent. Ça peut être aussi BPI, Banque publique d'investissement. Ça peut être aussi l'ADEME, qui va être plus orienté justement sur les projets écologiques. La PBI va plus être orientée sur des choses de recherche, de retour sur investissement vraiment pécuniaire et de croissance aussi d'emploi. Et après, vous allez avoir la région, bien évidemment, enfin les régions qui abondent également en termes financiers. Et en fonction, je dirais, un petit peu des schémas de développement économique que les régions ont portés auprès de l'Europe, et ils vont avoir des thématiques différentes. Sur l'Occitanie, par exemple, Nadia Pelfig a fait une interview il n'y a pas longtemps où elle précisait que l'objectif, notamment sur l'Occitanie maintenant, c'était de créer l'identité de l'Occitanie au niveau européen. Voilà. Donc j'imagine que les projets qui vont être portés sur l'Europe et qui vont permettre à l'Occitanie un petit peu de briller sur la scène européenne seront peut-être des projets dans les mois à venir qui seront davantage valorisés. Pour en revenir à la question des thématiques, donc en fonction de ce qu'on souhaite faire financer, forcément, il va y avoir plusieurs guichets, comme je viens de l'expliquer. Et puis après, on ne va pas aller s'adresser au même guichet selon la thématique, mais selon aussi le fait que l'on souhaite soit faire un projet tout seul ou à plusieurs entreprises. Si on part sur du consortium, on ne va pas aller demander les mêmes aides et subventions que si on part en projet mono-entreprise. Si on est dans de la R&D pure, on ne va pas aller demander la même chose que si on est dans une phase de pré-commercialisation du produit. Si on est dans une étude de faisabilité, on va être très en amont, c'est-à-dire qu'on va aller chercher du financement pour valider. C'est par exemple la bourse French Tech, souvent c'est ce qu'elle finance, pour valider en fait que mon projet est viable, entre guillemets. Donc là, ça va valider des études de faisabilité, soit techniques. Ça peut être aussi financer des études de marché, par exemple. Voilà, Ilias, tu peux peut-être, je crois que tu as eu plusieurs types d'aides et subventions, donner des exemples. Oui, nous on a bénéficié. Alors, on a eu une première phase d'aide qu'on a eue en tant que porteur de projet avant de créer la structure juridique. Et du coup, ça c'était en 2016 et c'était juste avant la fusion des régions. En 2015-2016, et on a dans l'ex-région Languedoc-Roussillon, ils avaient deux dispositifs, un qui s'appelait l'AFT et l'autre l'AFC, l'aide à la faisabilité commerciale et l'aide à la faisabilité technique. Et ça, c'était une subvention qui était fournie aux porteurs de projets. Donc la partie commerce, c'était pour le financement d'une étude de marché, et la partie technique, c'était pour une prestation externe de conception technique. Donc là, en l'occurrence pour nous, mécanique. D'une nouvelle version de notre robot. On a eu aussi à ce moment-là une aide de la part de l'ex-Datar, enfin je ne sais plus si la Datar ça existe encore, mais non, je crois que ça a changé de nom. Mais la Datar, c'est l'organisme qui s'occupe de l'aménagement du territoire en France. Voilà. Et eux, ils nous avaient apporté une subvention pour le financement du brevet, du premier brevet qu'on a déposé, là aussi. l'INPI en fait, souvent. Ouais. Oui. Oui. L'INPI est intervenu après pour nous, une fois qu'il ait pu exister. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Et
On s'est fait accompagner aussi quand même un petit peu par notre collectivité territoriale. On a une petite subvention de notre comité de communes. Nous a fourni une subvention de 3 000 €, je crois. On a eu un partenariat avec EDF aussi, parce qu'EDF est très présent chez nous à travers l'énergie hydroélectrique. Donc, ils financent certains projets innovants sur notre territoire. Et ensuite, après, il y a les grands acteurs qui sont intervenus. Bon, enfin, la région déjà, mais là, qui nous ont financés directement en tant qu'entreprise, la BPI, un peu d'Europe, mais voilà, nos 2 principaux partenaires sont la région et la BPI. On a fait aussi une levée de fonds, mais ça, après, c'est des investisseurs privés. Justement, donc pour finaliser un petit peu sur ce projet, donc il me semble chez Epure, donc vous aviez une volonté d'internationalisation aussi en termes, parce que faut pas qu'on oublie l'aspect croissance, hein, parce qu'on parle de durabilité, etc. Donc l'aspect croissance, on revient à nos problématiques de marché, et justement, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire sur ce projet et comment notamment donc GAC a pu accompagner Epure sur cette problématique là. Alors ouais, nous notre outil est quand même destiné à la construction bois. La France n'est pas le pays où la construction bois est la plus développée, hein. On a à peu près 10% ou un peu moins, même 8% je crois de construction bois en France sur les constructions totales annuelles. Mais par contre, par exemple, les pays d'Europe du Nord ou le marché nord-américain, aux États-Unis, c'est 80% des constructions qui sont réalisées en bois. En Allemagne ou dans les pays du nord de l'Europe, on est plutôt à 20%. Mais du coup, c'est une dynamique qui est beaucoup plus importante. Donc forcément, nous, assez vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille à l'étranger. Moi, par ailleurs, je suis un binational, je suis à moitié suisse. Et donc, je parle aussi un peu la langue de Goethe. Donc, ça facilite certaines démarches. Donc, on avait prévu il y a 2 ans déjà un fort déploiement. Et en amont de ça, on a demandé, du coup, solliciter le GAC pour faire une étude de marché justement sur les 3 pays germanophones que sont la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, pour mener une étude de marché et nous permettre de nous aiguiller dans nos recherches d'implantation dans ces pays-là. On avait ensuite prévu, au niveau financier, on a sollicité la région à travers un contrat export et la BPI à travers une assurance export pour financer ces projets-là. Et donc on avait un gros programme en 2020 qui a été... on a fait un premier salon à Stuttgart qui était très bien, et on avait un gros programme de travail derrière et plusieurs salons qui devaient suivre. Bon, le Covid nous a malheureusement un peu bloqué cette dynamique-là, qu'on va pouvoir reprendre maintenant, sur l'année prochaine surtout, à travers la participation à des salons et du démarchage ensuite physique, la même chose un peu qu'on a fait en France. Parce que voilà, maintenant nous, il nous reste encore de la croissance en France, mais il y a une bonne part de cette croissance qui va se faire aussi à l'étranger. Prometteur, merci beaucoup Elias. Je vois l'heure qui tourne, donc du coup je vais vous orienter plus vers la conclusion de cette table ronde. Moi, ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'est justement comment des structures telles que les nôtres, donc on parle d'une start-up, on parle d'un territoire, d'un cabinet expert en innovation, en accompagnement autour de l'innovation, comment on peut justement travailler ensemble en synergie pour pouvoir accéder donc à un objectif commun, hein, autour de ces problématiques. Anthony, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Écoutez, on a déjà commencé un petit peu avec Ilias, puisqu'il avait participé notamment à des groupes de travail et nous avait donné des bons conseils sur la filière de la construction à développer. Et on continue avec des ateliers de travail, des visites potentielles de chantier, et avec notamment peut-être sur l'avenir, sur ce projet Ecobatival, la possibilité de mettre en avant son outil, pourquoi pas, auprès des entreprises, parce que c'est ça l'objectif, c'est de montrer demain aux jeunes que ces métiers, il y a de l'avenir, il y a de l'innovation, il y a du développement durable, et voilà, il y a quelque chose qui est beau pour aider notre société à être dans la transition. Et je crois que voilà, si vous êtes intéressés, mesdames et messieurs, il faut aller dans ces métiers, parce qu'on a dans la maçonnerie, dans la charpente, dans toutes les filières, le bois, la terre crue, on a
plein d'innovations qui peuvent se mettre en place. On a, grâce au numérique, à tous ces outils, à ces robots, au BIM. Voilà, il y a plein de métiers aujourd'hui, des nouveaux métiers dans l'isolation. On a des métiers aussi autour du bâtiment connecté. Toutes les énergies, demain, il y aura aussi besoin des personnes qui gèrent ces énergies, qui conseillent les particuliers. Il y a tout... et c'est là, en fait, l'enjeu de notre territoire. C'est une politique qui est vraiment prise en compte au Sicoval. Et les élus le portent vraiment bien. Et c'est là où, ensemble, on peut travailler pour demain préparer notre territoire et donner envie aux jeunes, aux autres personnes à aller dans ces métiers. Voilà. Morgane, si je te donne le presque mot de la fin, justement, comment toi, justement, au sein de la volonté de GAC, comment toi tu vois les choses au regard de tout ce qui a pu se dire auparavant? Moi, c'est pareil, je parlerais de cohésion, le fait qu'on puisse intervenir chez GAC à la fois d'un côté public, d'un côté privé, c'est ce que je disais en démarrant. On comprend, c'est assez rigolo entre guillemets, mais on comprend les incompréhensions d'un côté et de l'autre. Et on est justement là pour essayer de faire en sorte que les uns et les autres puissent plus facilement dialoguer. On a aussi cette chance de quelque part pouvoir être en effet impactant sur la façon dont les choses derrière vont se passer, et pour les entreprises et pour les collectivités. Et ce que je voudrais juste dire, c'est que souvent, les sujets sur lesquels nous, on accompagne les entreprises sont des sujets qui peuvent être un peu polémiques. Pourquoi ? Parce que c'est du crédit d'impôt, parce que ce sont des aides et subventions, on entend dire que les vannes sont ouvertes, que ça part dans tous les sens, etc. Je peux vous dire que, et on est bien placé pour le savoir, surtout en Occitanie, il y a des contrôles fiscaux, c'est très contrôlé. On n'utilise pas l'argent public comme ça, n'importe comment. L'argent public, il est vraiment utilisé le plus possible à bon escient pour essayer de faire en sorte que la société, elle s'améliore. Et ça, je pense que c'est quelque chose, il faut vraiment que tout le monde en ait conscience, parce que quand on n'est pas dans ce milieu-là, on ne s'en rend pas compte. Alors, pourquoi nous, on existe et pourquoi on est là pour accompagner les gens ? Parce que l'administration reste l'administration. C'est vrai que c'est très compliqué pour une entreprise d'aller chercher de l'argent. Il ne suffit pas de raconter 2-3 trucs et d'écrire 2-3 lignes sur un document. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qu'attendent les financeurs, c'est comme un banquier. Quand il vous prête 1 euro, il veut être sûr d'en récupérer 2, 3, 4. Et il veut être sûr en fait que l'argent qu'il va investir, il va y avoir un vrai retour sur investissement. Alors le retour sur investissement, il peut être multiple. Ça peut être gagner des entreprises sur son territoire. Ça peut être augmenter le nombre d'emplois. Ça peut être avoir un peu plus de visibilité au national ou sur la scène internationale. Ça peut être pour l'ADEME, par exemple, combien est-ce que de tonnes de déchets, grâce à mon innovation, je vais réussir à économiser. Voilà, dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent qui est prêté ou qui est donné à une entreprise, c'est vraiment avec un objectif derrière. Et cet objectif, c'est un objectif qui est sociétal et qui est censé servir à tout le monde. Voilà, et ça, je pense que c'est important de le dire. Il faut qu'il y ait un impact. Exactement. Qui soit mesurable. Voilà. Tout à fait. Merci Morgane. Moi, je vous propose de clôturer cette table ronde. Je vous remercie tous. J'espère que ça aura donné l'envie donc, aux entreprises innovantes donc, de se tourner justement vers les territoires, les organismes de finances publiques et donc vers des partenaires qui justement peuvent les accompagner dans leurs projets innovants. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite si vous êtes dans des projets qui se retrouvent dans la thématique dont on vient de parler tous ensemble aujourd'hui pendant 45 minutes. Merci à tous.